Bonjour et bienvenue à ce 8e webinaire organisé par le Cercle de Wallonie pour les membres du Cercle de Wallonie et avec les membres du Cercle de Wallonie. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, la chance d'avoir et d'accueillir ici au studio donc, du Cercle de Wallonie TV Roland Gillet, qui, comme vous le savez, est le président du Cercle de Wallonie. Et avec lui, on va effectivement évoquer des matières qui sont dans le scope, je dirais, de ses compétences, puisque, comme vous le savez, en dehors du fait qu'il est président du Cercle, il est aussi professeur de finance à la Sorbonne, à Paris, et à l'Université libre de Bruxelles, et il intervient aussi comme expert reconnu au niveau international auprès d'un certain nombre d'institutions, dont notamment la Commission européenne, et notamment pour des thématiques liées au monde bancaire. Alors, la première question va être posée, je pense, par Alain Beel, lui-même, actif, je dirais, dans le monde financier, puisqu'il est directeur à la Banque nationale de Belgique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mon cher Roland. Je voudrais bien, Roland, que tu m'apportes la réponse à la question suivante. Nous assistons à une explosion de l'ensemble des dettes d'État, et sur le plan européen et au niveau mondial. Prenons l'exemple de la Belgique, on nous prédit bientôt une dette située à 120% du PIB. Alors, dans ce contexte, que penserais-tu de l'émission d'une dette européenne, perpétuelle, destinée à des investisseurs privés, institutionnels ou de simples citoyens, pas la BCE donc, et enfin, une dette qui serait dotée d'un taux d'intérêt variable, mais toujours légèrement supérieur au taux du marché. D'avance, merci pour ta réponse. Belle journée. Voilà, Roland, la question est assez claire. Dette publique qui va atteindre des sommes astronomiques, est-ce qu'on peut la transformer en dette perpétuelle? D'abord, deux points. C'est que quand on ne soumet plus à l'évaluation du marché une dette, on prend le risque évidemment que le débiteur se dise « j'ai fait une très bonne opération puisqu'elle est partie et je ne sais pas quand elle s'arrêtera ». Donc déjà là, un point, ça ne me paraît pas une brillante idée, non pas sur les principes qu'Alain a rappelés, c'est-à-dire de dire que ça soulagerait les États, c'est surtout de dire est-ce que opérationnellement, les investisseurs, même si au début ils vont être captifs, après s'il devait y avoir des crises ou des crisettes, comment est-ce qu'ils se feraient pour la gérer? Parce qu'on sait que plus la dette est longue, même si le taux d'intérêt est variable, plus en tous les cas les effets sur les taux d'intérêt ou sur la solvabilité éventuelle poseraient problème, puisque je répète encore une fois, il n'est pas prévu de remboursement. Donc là, j'ai un premier problème qui est sur le plan technique. Maintenant, derrière ça, à un moment donné, je pense qu'il n'y a jamais de repas gratuit, et c'est vrai aussi pour de la dette. Alors quand on voit qu'à un moment donné, on est obligé, et Alain le rappelait, d'embarquer volontairement, puisque la Banque centrale européenne l'achète elle-même, une bonne partie déjà là-bas, de dire c'est insuffisant et donc on va octroyer un taux un peu plus élevé pour faire encore quelque chose d'un peu plus fort, c'est-à-dire la dette, au lieu d'avoir des échéances, est sans maturité, et donner quand même un taux tout de suite en l'affichant au-dessus du taux du marché, ça veut donc dire que déjà, dans le principe, on a déjà des doutes qu'on va trouver nécessairement beaucoup de preneurs. Alors c'est sûr que si on pouvait trouver des institutionnels sains, pas S-A-I-N-T, S-A-I-N, ce serait évidemment une bonne chose. Mais ce n'est pas si facile que ça, surtout dans les perspectives actuelles. Donc, émettre une dette européenne, on voit déjà bien que le côté garanti des uns par rapport aux autres, je parle des États membres, qu'on soit d'ailleurs dans la zone euro ou qu'on soit à 27 dans le lieu des 27, comme ce qu'on essaye de faire maintenant au niveau de la Commission européenne sous mandat du Conseil européen, on voit bien que ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si on prend l'exemple de l'Allemagne qui fait 27% du PIB européen, elle peut garantir très très bien la dette allemande, d'autant plus, étant donné la gestion passée, de l'État allemand, de l'endettement allemand, des déficits qui étaient même des excédents budgétaires. Donc clairement, l'Allemagne qui garantit l'Allemagne, ça donne un taux d'intérêt à moins 0,60% il y a encore 1 ou 2 mois. Quand on dit maintenant l'Allemagne va au-delà, c'est-à-dire garantit la dette allemande, mais se porte aussi caution derrière d'un paquet de dettes qui émettrait par exemple la Commission européenne, on voit qu'aujourd'hui le différentiel de taux n'est plus de moins 0,60, mais de moins 0,30. Ça veut donc dire que quand l'Allemagne va au-delà de garantir ce qu'elle fait, sa gestion et son stock de dette, il est normal qu'elle soit moins solide, ce qui ne veut pas dire pour ça, les taux sont toujours négatifs, qu'elle est moins crédible sur sa solvabilité, mais moins solide d'une manière générale. Et on voit d'ailleurs dans le même temps que les pays de l'autre côté, comme par exemple l'Italie, une fois qu'on a mis ce plan sur pied, eux, leur taux d'intérêt a tendance à se réduire. Oui, puisqu'ils bénéficient d'une partie, eux, de la garantie allemande. Donc tout ça est un jeu quand même de vases communicants. Et donc il faut bien voir que toute solution originale est
possible qu'on voudrait mettre sur la table, même si l'esprit est de dire on atteint des dettes publiques nationales très élevées, ne peut pas se soustraire à des règles normales qui consistent à dire il y a un rendement, un risque, et cacher toujours le risque derrière des produits sophistiqués risque de créer à ce moment-là non pas une prime de liquidité ou d'illiquidité sur les produits, pas plus qu'une prime de risque tout court, mais aussi une prime de complexité. Alors à défaut d'aller vers cette solution de la dette perpétuelle, on a compris vos réticences, est-ce qu'on peut simplement peut-être rassurer les membres qui nous regardent et les autres d'ailleurs, en leur disant que la dette publique, c'est peut-être pas si grave que ça. Alors comprenez-moi bien, dans le sens où c'est pas un pays qui s'est endetté, c'est pas deux, c'est toute l'Europe, c'est toute l'Asie, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Autrement dit, on est dans la même mouille, si vous me permettez l'expression tous. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est de nature justement à nous permettre tranquillement, ça ne veut pas dire ne rien faire, de rembourser cette dette un peu plus calmement? Mais il y a deux choses. D'abord, qu'on y soit tous, c'est un peu comme si vous me disiez tous, comme si vous me disiez, quelqu'un qui roule à gauche, quand il roule à gauche, il est déjà dangereux. Mais si on se met tous à rouler à gauche, comme les autres seront à gauche également, on n'aura plus d'ennui. Oui, le seul problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'abord qu'on va être tous à gauche sur la pile de gauche, et qu'on va peut-être avoir des gens de temps en temps qui sont toujours à droite, et il y aura des collisions. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est de dire, finalement, quand on s'endettait, certains plutôt que d'autres, on était pointé du doigt par les marchés, ou par des régulateurs, et à juste titre d'ailleurs, de dire à un moment donné, au point où on en est, endettons-nous encore plus. Sachant quand même que depuis 2008, et l'analyse avait été clairement faite, même s'il s'agissait d'une crise financière, qu'on partait d'un constat où le surendettement des différents opérateurs, depuis les ménages, les entreprises et les États, et en fonction de la zone, c'était plus ou moins grave, c'était quelque chose où on ne nous y reprendrait plus. Or, depuis 2008, avant Covid, on est déjà sous perfusion des banquiers centraux et on a continué à s'endetter avant Covid. Si on prend une grande nation du monde qui s'est bien comportée en dehors de la Chine, ce sont les États-Unis, on a quand même vu que Trump a quand même accepté un déficit de plus de 77%, donc une augmentation de son déficit public de plus de 77%. Et donc clairement, on était déjà dans cette logique de s'endetter. D'ailleurs, quel était le credo après la crise de 2008? C'était comment accorder encore plus de crédit à l'économie réelle. Alors le mot crédit, évidemment, quand on le porte comme ça a l'air d'être quelque chose de positif, mais derrière, il y a évidemment l'endettement qui grandit. Et donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est pas la fin du monde, loin de là, que j'essaye de prédire, sûrement pas. C'est de dire, attention aussi, de bien comprendre qu'il existe une autre source, éventuellement, et heureusement pas éventuellement, mais qu'on peut mobiliser, qui, elle, n'est jamais systémique, et qui peut faire la différence aujourd'hui, parce que, justement, l'avenir est incertain, ce sont les fonds propres. Donc, mobiliser la richesse qui existe déjà, au niveau de gens qui, eux, peuvent se permettre pendant cette période, parce qu'ils sont plus ambitieux, ils sont exigeants aussi en termes de rémunération, mais sont prêts à prêter leur propre capital et pas celui des autres, à l'investir. Je pense que c'est plutôt vers ce type de recette qu'on devrait aller, vers un rééquilibrage où on donne plus d'effets encore sur les capitaux déjà créés et déjà détenus, et qu'on peut mobiliser maintenant, que de vouloir encore remettre des couches et des couches d'endettement, même si on sait que l'endettement sera nécessaire, parce que l'ampleur de la dette aujourd'hui le nécessite. Je pense que de dire, au point où on en est, on peut y aller. Regardez pour la Belgique, au début de l'année, on était d'accord qu'avec 10 milliards éventuellement de déficit public, on avait besoin d'un gouvernement. Aujourd'hui, il y a eu des nécessités qui ont fait qu'on va peut-être avoir 47 milliards. Pour mettre un peu des chiffres en face, si on prend par exemple une volonté au niveau du tax shift de modifier les budgets avant. J'ai remarqué quand j'accompagnais Charles Michel au niveau de vous étiez son ancien conseiller économique. Oui, tout à fait, et tout à fait indépendant. À quel point c'était difficile quand on devait faire des ajustements de trouver 200 ou 300 millions. Pour vous donner une idée, on a à un moment donné taxé un peu plus le capital qui est déjà taxé en Belgique via une taxe sur les comptes titres. Elle a rapporté 220 millions d'euros. Et que ce soit même 250, imaginons même qu'on aille jusqu'au milliard. Est-ce que vous voyez, en passant de 10 milliards à 47 milliards éventuellement de déficit aujourd'hui, à quel point l'enjeu est quand même de faire très attention aux moyens. Alors justement, Roland, vous me tendez la perche, toujours je dirais en phase avec la question d'Alain Bell. Est-ce que c'est pas l'une des raisons, la difficulté d'avoir un gouvernement en Belgique, cet endettement colossal, dans le sens où on se dit qu'il y aura peut-être pas d'arbitrage budgétaire majeur en 2020 ni en 2021. Par contre, l'heure de vérité sera 2022, des hausses d'impôts, des diminutions de dépenses sociales, et c'est ce qui expliquerait peut-être que certains vont à reculons vers ce gouvernement. Oui, mais je pense que c'est toujours facile de donner des conseils. Les gens qui prennent les décisions, je les vois quand même encore souvent
Et maintenant, dans la crise, c'était déjà vrai dans les autres crises, il faut effectivement leur laisser quand même le fait que ce n'est certainement pas facile, il faut être courageux, et souvent les décisions qu'ils prennent ne sont pas faciles à faire passer dans l'opinion publique. Et donc clairement, c'est clair qu'aujourd'hui, en tous les cas pour ce qui est du Covid, c'était une crise en tous les cas pour la Belgique comme ailleurs, qu'on n'attendait pas et qui est tombée à un mauvais moment. Et aujourd'hui, les réponses qui sont apportées sont des réponses dans l'urgence. Donc on peut aussi savoir que quand on prend des décisions dans l'urgence sur quelque chose qu'on n'a pas connu, on peut aussi se tromper. Je me souviens à un moment donné, en 2008, quand on m'a posé la question sur certains acteurs bancaires, où on me disait « Tiens, vous n'auriez pas fait ça, vous n'auriez pas fait ça », pour soulager quand même la discussion, puisque j'avais toujours la même question, voulant dire que j'aurais pu faire mieux, je disais « Non, j'aurais pas fait cette faute-là, mais j'en aurais fait d'autres ». Donc je pense que dans des périodes pareilles, il faut rester humble. Et donc, un peu de modestie. Oui, tout à fait. Et avant de critiquer les politiques, il y a des moments où j'aurais pas voulu être à leur place. Donc, il faut voir ça. Alors une fois que j'ai dit ceci, évidemment, c'est pas de dire qu'ils peuvent tout se permettre. Mais aujourd'hui en Belgique, on sait très bien que c'est difficile, étant donné le millefeuille institutionnel, de trouver des accords qui soient cohérents depuis la tête de l'État jusqu'au moment où la personne paie ou reçoit éventuellement des subventions, paie des impôts, reçoit des subventions, ou bien est aidé tout clairement. Et donc, dans un petit pays comme le nôtre, c'est sûr qu'il vit en plus beaucoup du commerce international, il va falloir effectivement fonctionner, comme dans beaucoup de cas, à l'empirique, et on verra bien. Par contre, je vous rejoins, aujourd'hui, il est plus que temps qu'il y ait un gouvernement de plein exercice. Je pense d'ailleurs que tous les acteurs le veulent. Maintenant, qui est-ce qui va se mettre d'accord pour prendre des mesures qui vont sans doute pas être agréables, sans non plus faire juste le contraire, à mon avis, de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire en annonçant les mesures, si elles sont trop fortes, d'expliquer déjà comment on va taxer ceux qui vont les recevoir. Oui. Parce qu'alors, vous allez avoir un effet de découragement, sachant que les gens vont recevoir et vont peut-être thésauriser en se disant « je vais de toute façon devoir les rendre ». Donc se taire dans toutes les langues, Roland. Alors, deuxième question d'un autre membre, un membre éminent aussi, puisqu'il s'agit de Pierre Gustin, qui est donc le patron de la banque ING pour la Wallonie. Roland, bonjour. Je suis vraiment content de pouvoir te poser une question qui me tracasse particulièrement. On est en phase de sortie de crise et quand on en sera vraiment sorti, il restera des énormes dettes publiques qui auront augmenté particulièrement dans notre pays, mais en tout cas partout dans le monde. On dit tout et n'importe quoi concernant ces dettes publiques. Il faudra les rembourser. 2, c'est pas très grave parce que les taux d'intérêt sont bas. 3, on pourrait même les annuler. La Banque centrale rappelle les règles de Maastricht. Donc, quel est l'avis d'un sage comme toi concernant le sort de ces dettes publiques dans les prochaines années ? Merci. Alors Roland, question pour un sage, faut-il annuler cette fichue dette publique ? D'abord, sur la sagesse, il n'y a pas eu d'études qui ont démontré que j'étais plus sage qu'un autre, en tous les cas pas d'études scientifiques, mais sur les questions, évidemment, et Pierre connaît évidemment très bien le métier, donc il a l'expérience aussi derrière lui, et il voit des choses qui perturbent évidemment plus d'un observateur aguerri. Et bien entendu, les dettes publiques, tant qu'elles ne coûtent pas cher, dans le budget des États, on ne les voit pas. C'est évidemment le taux d'intérêt et donc les charges d'intérêt qui rentrent dans le budget des États. Pour le moment, justement, par les mécanismes qu'on a mis en place un peu partout et l'agressivité des banquiers centraux qui étaient bénéfiques depuis 2008, puisque pas que les marchés financiers, l'ensemble des budgets des États avaient déjà de vrais problèmes pour faire des plans de relance, et donc de les soulager au niveau du stock existant par du rééchelonnement à des taux beaucoup plus bas, parce qu'évidemment, quand on fait baisser les taux d'intérêt, c'est quand on réémet de la dette, d'où l'intérêt de la question précédente où on parlait justement de dette perpétuelle, c'est quand on va aller chercher de l'argent sur les marchés, qu'on replace et qu'on espère à des taux plus bas ou à des taux plus élevés réellement. C'est ça qui rentre dans le fardeau de l'État. Et donc, ici, de dire, est-ce que pour le moment ça coûte cher ? Heureusement, pas encore et non. Le tout est de savoir, et c'est la question de Pierre, quand est-ce qu'on sera suffisamment endetté que ça deviendra difficile pour un créancier, d'avoir un débiteur comme les États, quand il y a un risque éventuel qu'on se dise, même en reportant le fardeau sur les générations futures, ça paraît difficilement viable, ou en tous les cas, il faut espérer qu'il n'y ait jamais plus le moindre anicroche au niveau de la conjoncture. Et souvenez-vous quand même que depuis 2008, c'est ce qu'on voulait, c'est éviter à tout prix que le cycle économique n'aille même pas vers une récession, mais ralentisse, alors qu'on avait mis beaucoup de moyens justement pour le faire croître. Et on sait pourquoi. Quand on a des grosses charges d'intérêt à payer, c'est comme dans une entreprise. On se base sur la croissance pour pouvoir justement dire c'est tout à fait soutenable. Et quand on en rajoute encore plus, on se dit mais la croissance sera encore plus forte. Or, on voyait bien avant Covid que c'était difficile de générer cette croissance. C'est pour ça que les banquiers centraux intervenaient. Donc aujourd'hui, oui, ça ne coûte pas cher. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais il faut quand même se dire qu'à quel prix ?
Oui. Hein, parce qu'on a parlé, et Pierre l'a rappelé, du pacte de stabilité qui a été abandonné temporairement, mais à un moment donné, la Banque centrale, elle a fait sauter un autre verrou qui consistait à dire qu'elle ne pouvait pas détenir avant plus de 30% de la dette d'un État membre. Or, aujourd'hui, à cause du fait qu'à un moment donné, Christine Lagarde, et ça partait d'une bonne intention, a dit, voilà, le différentiel de taux entre l'Allemagne et l'Italie, ce n'est pas mon problème ou le problème de la Banque centrale. Les taux sont tendus, avec évidemment les ennuis pour l'Italie, qui a des banques systémiques, et donc qu'est-ce qu'elle a dû faire de l'autre côté? Et ça n'a pas été facile à faire passer. Oui, rétropédaler, avec justement l'idée de dire, maintenant on va faire sauter ce fameux verrou. Et les taux italiens se sont détendus. Pourquoi? Parce que quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle peut racheter à la limite, sans mettre de limite en pourcentage, la part des États qui seraient vraiment acculés pour justement éviter les remontées de taux. Mais ça veut dire de nouveau, où est-ce qu'on va? Je pense qu'une banque centrale ne peut pas détenir toute la dette, sinon on s'apparente à ce moment-là de ce qui tourne toujours mal dans les pays en voie de développement. Mais est-ce qu'il faut pour autant, je ne dis pas que la situation est simple, mais faut-il pour autant paniquer? Effectivement, vous l'avez dit, les taux d'intérêt sont très bas, tant mieux, mais on a aussi tendance, on parle de 120% de dette publique par rapport au PIB de la Belgique, mais on compare souvent un stock qui est la dette publique face à un flux. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt comparer la charge d'intérêt par rapport à la dette publique? Et est-ce que dans ce cas-là, ce ne serait pas déjà un peu plus, je dirais, plus plausible? Ah mais vous avez non seulement raison, mais totalement raison. Moi, j'ai jamais compris. C'est un peu un jeu de dupe finalement, le rapport dette-PIB. On voit que des États, pour des raisons structurelles différentes, comme le Japon, ont un rapport dette-PIB de 220%, l'Italie va peut-être monter à 180%. Enfin, je ne vais pas dire que c'est bien d'avoir un rapport dette-PIB à un niveau très élevé, mais ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, ce n'est pas le rapport dette-PIB, sauf quand il a des niveaux alors encore beaucoup plus élevés, stratosphériques, qui est un bon indicateur de faillite d'un État. Maintenant, en termes de solvabilité, c'est vrai que de comparer un stock à un flux, ça n'a franchement pas beaucoup de sens. Hein, et surtout dans le cas justement d'une gestion publique qui peut être très différenciée d'un pays à l'autre. Comme vous l'avez très bien rappelé, des gens qui font très bons investissements publics et dont la rentabilité de leurs investissements est supérieur au taux qu'elles empruntent, ça devient de l'investissement comme éventuellement une entreprise. Par contre, où c'est plus difficile, c'est quand on dépense, là des vraies dépenses, pour des raisons sociales et autres, il faut certainement les faire, là on sait que c'est un coût qu'il faudra probablement en donner compenser par une politique, je vais dire, budgétaire qui a du sens pour les années futures, avec justement des prélèvements d'impôts à des endroits différents et avec des marges qu'il faut se constituer. Donc aujourd'hui de dire, on se retrouve dans une situation où ça va être difficile de faire les arbitrages, plus encore qu'avant, mais ce n'est pas nouveau. Les montants qu'il va falloir financer, mais personne n'en peut, au moins sur l'histoire Covid, puisque c'est arrivé, qui aurait pu penser que des compagnies aériennes auraient plaqué tous leurs avions au sol. Donc je veux dire, il faut arrêter de dire on est dans une situation qu'on aurait pu prévoir. Ça, non. C'est un black swan. Donc les moyens sont élevés. Par contre, ces entreprises vont peut-être, et je l'espère vraiment, recréer de la richesse. C'est sûr qu'il ne faut pas leur prendre tout de suite, mais il faudra que, comme les banques à un moment donné, elles puissent être aussi solidaires quand elles iront mieux, si on doit mettre des capitaux pour elles. Donc tout ça est, à mon avis, gérable dans le temps, si on l'organise avec une certaine visibilité à 20 ans plutôt qu'à 5 ans, parce que les enjeux ici sont peut-être sur cette durée-là. Par contre, de dire, parce qu'il faut voir aussi les effets, les taux d'intérêt négatifs, vous avez vu que ça a fragilisé les banques. On vient de voir la dernière opération de la Banque centrale, pour justement qu'elles se redonnent un peu d'air. C'est un peu un cadeau, là, les 100 derniers milliards qu'elles ont empruntés, à -1 alors qu'elles peuvent les reprêter à -0,5, ça fait 0,5% quasi de gagné. Donc clairement, on voit bien qu'il ne faut pas fragiliser tous les autres acteurs. Les pensionnés aujourd'hui, qui se retrouvent avec évidemment des taux d'intérêt négatifs, je ne suis pas sûr non plus qu'ils sont ravis, puisqu'ils s'appauvrissent au fur du temps. Donc tout ça, d'amener dans des situations très particulières pour sauver je vais dire, c'est un peu sauver Willy parce que c'est un gros poisson, c'est-à-dire les États, mais c'est aussi au détriment de tous les autres. Donc on peut rincer tout le monde. La seule chose aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que j'ai toujours appris en finance, c'est que le marché met parfois un certain temps, mais il finit par se rendre compte. Donc de dire qu'avec des États qui vont se fragiliser et simplement par mécaniquement, le fait qu'ils vont s'endetter plus, on va se retrouver avec des États qui vont pouvoir toujours réclamer la même rémunération sur leurs dettes parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la Banque centrale européenne ou pas, qui agit, et qu'il va se laisser tondre, ce brave créancier à vie. Moi, j'ai des doutes. Hein. Et probablement que le moment où il va s'en rendre compte, ça peut être violent. Et quand on part de taux à zéro, il ne faut pas grand-chose pour que ça fasse vite plus 200, plus 300% en termes de différentiel de coûts pour un État qui se finançait pratiquement pour rien. Alors, Roland Gillet, je vais vous demander de prendre votre boule de cristal, si je puis dire. On va essayer de se projeter en 2022. Il y a cette ardoise, on en parle depuis plusieurs minutes sur la dette publique. Qui va la payer? Est-ce que ce seront les jeunes?
Est-ce que ce seront les riches? Mais c'est quoi un riche? Est-ce que ce sera la classe moyenne? Est-ce que ce sera les propriétaires? Est-ce que ce sera tout le monde? Mais d'abord, un sage n'a pas de boule de cristal. Donc, voilà. Vous me demandez de faire quelque chose. Il n'y a que deux solutions. Où je suis sage et je n'en ai pas, et donc je n'en ai pas. Est-ce que je suis sage? C'est encore pas démontré. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en 2022, pour moi, ça me paraît déjà loin. Parce que pour le moment, on est encore dans la phase où on ne sait pas encore très bien comment les secteurs vont redémarrer de façon durable. Alors redémarrer, j'espère bien. Et si on peut encore se payer éventuellement le luxe, parce que c'est un luxe en termes de coûts que ça engendre pour la suite, si on devait à un moment donné, je ne l'espère pas, devoir reconfiner, voire un petit peu ajuster. Donc on n'a pas encore une vraie idée du coût. Trop d'incertitudes encore. C'est ça, parce que vous voyez, avant, quand on a eu la crise financière, en 2008, je vais dire, allez, 5, 6, 7 mois après, on avait bien une idée du package que ça allait coûter. Il y a quelques effets qu'on n'avait pas vus, mais je me sentais plus à l'aise sur un bilan de banque. Je voyais bien à un moment donné toute une série de choses. On voyait bien aussi qu'avec le temps, on réglerait certains autres, mais on avait quand même une idée. Ici, pour le moment, on a d'idées sur certains montants, mais on n'est encore pas sûr. Et surtout, c'est l'ampleur. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la moitié de la population mondiale confinée, toutes les zones avec touchées. Donc clairement, ce n'est pas une bombe qui est tombée, mais une bombe bactériologique, si, qui a arrêté l'activité, même parfois plus que certains conflits armés, pour autant qu'ils ne soient pas généralisés. Donc ici, on ne sait pas encore trop bien, et donc de dire on a bien une idée de ce qui va se passer, c'est difficile. Et donc là, j'essaye d'être sérieux par rapport à ce que j'ai dit, sagesse et boule de cristal, c'est de dire comment est-ce qu'on peut se risquer à 2022 quand on n'est déjà pas sûr pour 2021. Et vous voyez aussi qu'il y a des choses... J'ai essayé, Roland, j'ai essayé. Mais je vous connais. C'est mon rôle, c'est mon rôle. C'est tout à fait. Voilà. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que où je suis parfois un peu... je vais dire, étonné, c'est que l'Europe est quand même une puissance qui compte au niveau international. Il se fait, vous avez dit tout à l'heure la Commission européenne, mais c'est surtout au niveau du Conseil européen pour le moment que j'ai des réflexions communes. Et là, on voit que Charles Michel essaye vraiment, c'est son rôle, de trouver des consensus en bilatéral, en séance plénière et ainsi de suite. Et on voit quand même que malgré le plan qui est déposé par la Commission européenne, qui a un plan vraiment d'envergure quand même, on voit qu'on n'arrive pas à trouver des accords parce qu'on est évidemment toujours replié sur le monde national. Et là, alors là, l'union fait la force, on a vraiment difficile à la trouver. Et ce que je trouve qui est le plus inquiétant, c'est qu'on voit même maintenant, c'est parce que c'est le timing de 2022 qui me fait réagir comme ça, que même si ça se fait, et on voit que c'est encore pas certain quand, on pense qu'en juillet maintenant il va y avoir un accord, mais il va encore avoir sans doute des ajustements, les premiers emprunts viendraient au début 2021. Et c'est pour la partie aussi urgence. Et là, on voit qu'il y a quand même un décalage, au niveau en tous les cas, de structures compliquées supranationales pour arriver à avoir un fonctionnement commun, harmonisé. Vous l'avez vu aussi au niveau de la crise sanitaire. Qui peut dire aujourd'hui qu'en Europe, on va pouvoir voyager avec une idée du déconfinement, si jamais ça tournait mal, qu'on va pouvoir organiser? Quand chaque pays, chaque région, parfois déconfinée, a des timings différents, et ainsi de suite, et que les gens vont pouvoir aller d'une zone à l'autre. Donc, clairement, l'harmonie est nécessaire à l'échelle des problèmes, et aujourd'hui, c'est très difficile à mettre en place avec des structures politiques qu'on connaît en Europe. Alors, Roland Gillet, on va quitter le monde un petit peu morose de la dette publique, et on va écouter une question de Pierre Wolper, qui est donc aussi membre du CERD Wallonie et recteur de l'Université de Liège. Bonjour Monsieur Gillet. Ma question est simplement celle-ci. Dans un contexte où les États peuvent emprunter à des taux nuls, voire quasi nuls à 10 ans, où les banques centrales injectent des liquidités, le problème ne semble pas être la disponibilité des moyens, mais plutôt comment les utiliser et où les diriger. Et là, je vais vous poser une question qui est peut-être assez naturelle vu ma fonction. On dit toujours de la recherche scientifique et de la formation que ce sont d'excellents investissements. Est-ce que ça ne serait pas là une piste à suivre? Merci. Merci Pierre. Donc une question intéressante et intéressée, mais dans le bon sens du terme. Est-ce qu'il faut mettre une partie de ce plan de relance budgétaire et autres dans la recherche scientifique? Oh ben évidemment, là, je ne dois être ni sage. En tant que professeur d'université, vous n'allez pas dire le contraire. Je dis tout de suite que je suis cause et partie, mais je remercie Monsieur le recteur de me poser cette question, parce que c'est clair que là, au moins, on s'en rendait déjà compte avant. Mettre des moyens dans le capital humain, c'est sans doute là qu'on a le plus de chances de régler à la fois le problème sanitaire et de régler aussi le problème au niveau non pas uniquement de la relance de manière générale, mais au niveau de la manière de concentrer les efforts plutôt dans des voies, je vais dire, prometteuses que dans d'autres. Et je crois que la recherche peut nous aider beaucoup. On voit d'ailleurs que les sociétés, les dernières années, pas
pendant le Covid, mais même avant, qui ont le plus progressé, c'est celle où la recherche intellectuelle, l'intelligence artificielle, on peut l'appeler comme on veut, et en faisant bien attention à ce que rappelle toujours Wozniak, qui est quand même le créateur du premier Mac, et ordinateur PC j'entends, mais Mac, qui disait toujours, il faut faire attention dans l'intelligence artificielle, qui est le plus d'artificiel que d'intelligence. Mais en dehors de ça, c'est clair que l'intelligence, c'est ce qui va sans doute nous sauver. Elle nous a sauvés par le passé, par les progrès également, je vais dire des grands médecins ou des pharmaciens avec la pénicilline. Aujourd'hui, on voit que les vaccins, c'est clairement, puisque c'est des virus, encore autre chose. Mais au niveau aussi des secteurs les plus porteurs, avoir des études faites par des gens qui ne sont pas que dans leur tour d'ivoire, et c'est sans doute un point que j'ajouterai juste sur la table, parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui désireux de faire des start-up, les mettre en rapport, et j'en ai beaucoup de mes étudiants avec qui on essaye de constituer un lien, où on peut après utiliser le gisement de leurs entreprises pour essayer de faire des tests, on oublie le mot scientifique, mais rigoureux, pour essayer d'avoir des résultats qui permettent de coordonner mieux ce qu'il faut faire pour avoir de la croissance, pour éviter de polluer, puisque c'est important aussi avec l'enjeu climatique, et de développer quelque chose qui, d'un point de vue social et d'un point de vue humain, a un sens, c'est juste évident. Par contre, je trouve que souvent des gens font des choses intéressantes dans leur coin, on ne le sait pas toujours, et donc une recherche appliquée qui mettrait ça en avant, notamment en dehors de tout ce qui est recherche fondamentale, est certainement salutaire. Mais je répète, je suis cause et partie, et je me bats aussi pour ce genre de choses, et en plus, les jeunes sont désireux de ça. Donc, c'est même pas de dire c'est compliqué. Alors Roland, il y a une question un petit peu délicate, c'est la deuxième vague d'épidémie que personne ne souhaite, mais dont tout le monde parle évidemment depuis qu'on est en déconfinement. Les économistes en ont aussi parlé, en parlant notamment de si jamais il y a une deuxième vague, on serait dans une courbe de croissance en W, c'est-à-dire il y aurait une chute très forte, ça c'était le confinement, et puis il y aurait une reprise, et puis hop, malheureusement, deuxième vague, on redescend. Alors ça, c'est une vue de l'esprit. Moi, ce que j'entends, mais vous allez peut-être me contredire, c'est que oui, effectivement, il pourrait y avoir une deuxième vague, mais au niveau économique, on ne peut plus se permettre de reconfiner les gens puisque nous n'avons plus de marge de manœuvre et que donc, en fait, oui, on reconfinera peut-être quelques personnes ou des tranches d'âge, mais techniquement, économiquement, on n'a pas les moyens. Évidemment, votre question, là, c'est plus amusant du tout. Les autres étaient plus amusantes de questions. En tout cas, amusantes, j'entends. On pouvait mettre un peu d'humour. Ici, évidemment, si on peut penser qu'on peut encore avoir une vague qui pourrait remettre de nouveau les gens à l'arrêt, étant donné ce qu'on a fait, ce serait évidemment très, très, très douloureux, sachant que déjà maintenant, on a déjà bien chargé le fardeau. Mais il y a quand même des points, c'est que je pense on apprend pendant cette période. Donc si même on devait faire certaines choses, on connaît mieux le virus, on sait mieux à certains endroits où on devra faire moins attention qu'on ne l'a fait avant. On sait aussi le type de personne quand même qui est le plus à risque, non pas de faire une très sale grippe, hein, si on veut parler, mais en tous les cas de mourir. Donc clairement, on a quand même des indicateurs. Et deuxième chose, si on coordonne mieux, puisque maintenant on comprend mieux et qu'on est mieux équipé, ce qu'on n'était pas au début avec les masques, avec éventuellement tous les tests et ainsi de suite, on a encore créé quand même toute une série d'armes qui nous permettent justement de mieux lutter. Donc il y a une courbe d'apprentissage qui va nous servir. Oui, donc je crois qu'il faut au moins voir ça. Par contre, si on devait se rendre compte que ce virus est encore beaucoup plus vicieux que ce qu'on peut l'imaginer, là ça deviendrait évidemment dramatique, mais on ne pourrait pas non plus se permettre de dire, puisque l'économie va volo, on va envoyer les gens au casse-pipe non plus. Donc je crois qu'on a beau dire, ça serait très dur, il faudrait faire du très dur, parce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là faire autrement. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup appris. J'espère vraiment qu'on n'arrivera pas là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est connaissant les Chinois, déjà au début, ils auraient pu dire, je sais que je vais faire très caricatural et beaucoup trop synthétique, mais on voyait bien que s'il y avait eu que les personnes âgées qui mouraient, et que si ce n'était pas si paralysant, à mon avis, ils n'auraient pas bloqué des villes aussi stratégiques que celles où le virus est apparu. Et encore aujourd'hui, ils savent bien aussi ce que ça peut avoir comme impact. Si une ville comme Pékin, ils sont en train de la remettre de nouveau, j'allais dire un petit peu à l'arrêt, c'est qu'ils se rendent compte que ce virus a encore des capacités de nuire. Donc je pense qu'il faudra observer surtout. Alors Roland Gillet, en dehors de votre casquette de président du CERD Wallonie, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, professeur de finance à la Sorbonne, donc à Paris, à l'Université libre de Bruxelles. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que chercheur, cette déconnexion entre la bourse qui, globalement, se porte bien, elle a eu quelques secousses, mais depuis lors, elle a effacé une grosse partie des pertes du Covid-19, et puis l'économie réelle, où là, tous les jours, on entend des chiffres négatifs de faillite, de chômage. Comment expliquer ce divorce entre Main Street et Wall Street ?
D'abord, on dit toujours que le marché a raison, les marchés financiers aussi. Alors souvent ils ont raison, mais c'est pas tout le temps quand même. Et donc des gens comme mon ami Robert Shiller, qui lui, prix Nobel d'économie. Oui, et il a surtout, il m'a permis de faire certaines choses avec lui, et notamment de regarder en détail 2 de ses derniers bouquins où il m'a demandé de faire la préface. Clairement, c'est quelqu'un qui, sur la finance comportementale, avec d'autres comme Akerlof, où ils ont coécrit sur ce qu'ils appellent Animal Spirits, ils montrent quand même que les gens ont un travers naturel, et on en fait partie, je ne me soustrais pas à l'échantillon, à ne pas apprendre vraiment dans les périodes de difficulté ce qui les a mis dans la difficulté. Et donc, ils ont tendance à recommencer. C'est pour ça qu'on parle de bulles, d'ailleurs. On parle de bulles spéculatives, de bulles rationnelles, irrationnelles. Ça veut dire quand les marchés financiers, finalement, aboutissent à des évaluations qui ne correspondent plus à la réalité. Et c'est souvent aussi quand on les aide à le faire. Et on sait que pour le moment, sans porter de jugement sur l'évaluation directement, les banquiers centraux, il faut beaucoup quand même. Ils regardent les taux, c'est-à-dire les alternatives possibles de placement à des taux très très bas, en dessous de l'inflation actuelle. Donc clairement, le gars qui y va, il y va plus pour la protection que pour le rendement. Et de l'autre côté, tout ce qui est entre guillemets rendement, c'est aussi soumis à des faibles rémunérations, si on prend par exemple les primes de risque sur la dette corporate. Et puis il y a ceux qui disent, à certains moments, est-ce qu'il ne faut pas être ambitieux ? Et en sachant que les banquiers centraux n'ont pas du tout intérêt à provoquer un effet richesse, en plus de l'effet appauvrissement sur les revenus, puisque chacun a un peu moins de revenus, ou en tous les cas peut penser qu'il a besoin de plus d'épargne de précaution parce qu'il n'a pas été touché, mais globalement, ça ne pousse pas à consommer, c'est de dire, on ne va pas encore essayer qu'il ait un effet d'appauvrissement en voyant son portefeuille financier, notamment ses actions, baisser et ses fonds de pension non plus. Donc, clairement, certains opérateurs, investisseurs peuvent penser à ça. Donc, en gros, il y aurait un rempart, ça ne peut que monter mais pas descendre. Ça, c'est dangereux, évidemment, parce que ça peut tenir un certain temps. Et donc, il va falloir, comme on a dit, se dire que ça ne peut pas, la Banque centrale, régler tous les problèmes d'évaluation. Et donc, c'est un petit peu la thèse de ceux qui disent que la bourse, aujourd'hui, elle est truquée par, je dirais, les interventions des banques centrales. Oui, truquée, en tous les cas, assistée. Truquée, c'est loin. Oui, c'est peut-être un peu négatif. Mais je dirais, en tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une perfusion. Oui. Maintenant, quelque chose qui est important aussi, c'est de dire, ne soyons pas trop négatifs. C'est sûr que ces exercices-ci, si effectivement on réussit à contenir l'épidémie et qu'on peut arriver à remettre ce qu'il faut pour relancer notre activité économique, il n'y a pas eu de bombe sur les bâtiments. Les gens sont toujours là et beaucoup ont réussi même à travailler en télétravail, ce qui va sans doute aussi peut-être donner de la productivité pour le reste, puisqu'on se rend compte que des gens ne doivent plus nécessairement perdre du temps dans les embouteillages, ils ont été aussi productifs dans certains cas, j'entends, qu'ailleurs. Donc, on va aussi avoir certains gains, la technologie s'est améliorée. Moi, je suis très étonné de voir à l'université à quel point maintenant on fait presque tout à distance. Il existait déjà des MOOC, je pense que des cours maintenant, pour des gens qui sont placés à différents endroits, seront encore plus, je vais dire, l'accoutumée que par le passé. Donc, on a appris des tas de choses, c'est pas uniquement sur le plan du virus. Donc, on n'est pas au bout des choses. Et donc, aussi la bourse, les marchés financiers, c'est d'anticiper la suite. Donc, si on pense qu'après, les flux seront repartis, et c'est là, il faudra voir avec quelle ampleur, on est tous bien d'accord, on peut se dire, c'est une année et demie difficile, très négative, où avec les corrections qu'il y a déjà eu, on est dans un monde où on peut se constituer tout doucement un portefeuille. Pourquoi pas? Mais je dis qu'il faut être audacieux pour ça. Par contre, ce qui ne m'attriste pas, c'est que les gens qui le font généralement, j'ai dit généralement, avec leurs propres fonds. Quand on commence à faire du crédit pour qu'ils le fassent, ça m'effraie parce qu'à ce moment-là, effectivement, avec les fluctuations, on peut leur demander, sauf s'ils n'ont pas de garantie, ils peuvent ne pas pouvoir être à la hauteur ni avoir les moyens pour leur politique. Mais si c'est uniquement des gens sur leurs fonds propres, tant mieux qu'il y ait des ambitieux. Et que ce ne soit pas d'ailleurs, et on voit que les gouvernements vont de plus en plus vers là, que pour les sociétés cotées. Les gens qui aujourd'hui disent, moi je crois dans mon business, la banque ne me prête plus, j'ai accumulé par le passé un bas de laine, mais je supplée par mon bas de laine, je trouve que c'est tout à fait courageux. Et là justement, ces gens, il ne faudrait pas, dès que ça va aller un peu mieux, alors que personne ne sait quand ça ira mieux, les taxer tout de suite. Parce que je pense qu'ils ne le feront pas 2 fois. Alors Roland Gillet, peut-on terminer cette conversation sur, j'espère, une note assez positive en parlant de l'Europe, puisqu'on sait bien qu'il y a eu la crise 2008-2009, et là on avait beaucoup critiqué la lenteur des instances européennes, que ce soit la Commission, la Banque Centrale Européenne. Draghi, il lui a fallu pratiquement 4 ans pour pouvoir recourir à des méthodes non conventionnelles. Ici, ça a été extrêmement vite. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui en 2020, merci à 2008 ?
Mais de toute façon, pareil, je dis la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'apprentissage, heureusement, ça sert. Maintenant, l'idée de dire, il faudrait... J'ai beaucoup travaillé sur les crises, donc les crashs financiers, avec des collègues aux États-Unis, et on était presque à dire... Ouais, nos échantillons ne sont pas significativement et statistiquement robustes parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut des crises tout le temps, mais c'est vrai, quand on en a d'ampleur, on a eu celle de 29, mais là, on savait que c'était vraiment, ça a été très mal géré. On a vu qu'on n'a pas fait la même erreur aujourd'hui, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tous les cas, des chocs conjoncturels graves, on a quand même des moyens aujourd'hui collectifs qui permettent, quand ça touche des zones géographiques beaucoup plus vastes, d'intervenir. Pas peut-être aussi coordonné qu'on ne le voudrait, ça j'ajouterais quand même, mais avec des effets lourds, ça certainement, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Chine et ailleurs, donc je crois que là on a des armes. La seule question, c'est de dire quand est-ce qu'on a vraiment les moyens de sa politique, et ça c'est l'avenir qui va nous l'apprendre. Par contre, de dire est-ce que aujourd'hui 2008 nous sert, c'est pas le même type de crise, mais c'est plutôt tous les outils qui ont été mis en place, par exemple, pour avoir un système bancaire beaucoup plus simple. Donc voilà, donc ça nous sert d'une certaine manière. Donc je pense qu'heureusement, l'homme apprend, on est des animal spirits parfois, des sages peut-être, mais on apprend. Merci Roland, malheureusement on arrive au terme de cette interview, donc je vous remercie en tant que président du Cercle, merci pour votre temps, merci pour votre expertise, et puis je dis à nos membres qu'on les retrouvera d'ici quelques jours avec un autre financier de haut vol, puisqu'il s'agira de Pierre Wunsch, donc le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver très très prochainement en présentiel fin août, début septembre. D'ici là, portez-vous bien.